Passez votre doigt le long de l'extrême pointe du continent africain, comme ceci. Cela semble être un geste anodin, n'est-ce pas? Pourtant, en mer, c'est l'équivalent nautique du passage en mode hardcore dans un jeu vidéo, sans la possibilité de quitter la partie. Tous les marins qui s'y sont aventurés savaient qu'ils allaient affronter un déchaînement de tempêtes, des courants imprévisibles et la sensation constante que l'océan conspirait contre eux. Le célèbre cap de Bonne-Espérance porte un nom trompeusement jovial, mais sa réputation, elle, l'est bien moins. L'histoire débute en 1488 avec l'explorateur portugais Bartolomeu Dias, premier navigateur européen à contourner l'extrémité de l'Afrique. Confronté aux tempêtes terrifiantes qui malmenèrent ses navires, il baptisa ce lieu le Cap des Tempêtes. Mais le roi Jean II de Portugal préféra lui donner un nom plus engageant, le Cap de Bonne-Espérance. Il voulait en faire une route prometteuse pour les marchands et les explorateurs. Cette découverte symbolisait aussi l'espoir que les navires européens puissent rallier l'Inde par voie maritime. Pourtant, les marins chargés d'y naviguer perdirent vite tout l'optimisme qu'inspirait ce nom. Le cap se situe là où se heurtent l'océan Atlantique et l'océan Indien, et ce, avec une violence inouïe. Les vents y sont féroces et changeants, comme un ventilateur fou qui tournerait sans relâche. Durant l'hiver austral, de juin à août, les fronts froids de l'Atlantique s'abattent avec des tempêtes furieuses, accompagnées de pluie, de brouillard et de vagues gigantesques. À l'époque, pour un marin, survivre à ce passage semblait relever davantage du miracle que d'une réelle probabilité. Quant aux courants, ils ajoutent leur part de chaos. Le froid courant de Benguela venu de l'Atlantique percute le chaud courant des aiguilles, issus de l'océan Indien. Au lieu de se mêler paisiblement, ils engendrent un désordre titanesque, soulevant des vagues scélérates plus hautes qu'un immeuble de 10 étages. Les marins les décrivaient comme des murs d'eau surgissant soudainement pour ruiner leur traversée. Avec la technologie moderne, on peut les éviter ou y survivre. Mais au XVIe siècle, lorsqu'un navire de bois et une prière étaient tout ce dont on disposait, une seule de ces vagues suffisait à anéantir votre périple entier. Et comme si le cap de Bonne-Espérance ne suffisait pas à semer la panique, quelques encablures plus à l'est s'étend le redoutable cap des Aiguilles. Ce lieu marque le point le plus austral de l'Afrique, là où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rejoignent officiellement. Ses eaux peu profondes recèlent récifs, rochers dissimulés et bancs de sable mouvants qui piègent les navires depuis des siècles. Les marins l'ont surnommé le cimetière des navires, et les historiens y ont recensé des centaines d'épaves, des bâtiments chargés d'or, de porcelaine ou d'épices qui n'atteignirent jamais l'Europe. Sous ces vagues reposent encore les restes de leurs coques, tel un immense avertissement murmurant. N'y songez même pas. Si l'on prend un peu de recul pour embrasser l'histoire dans son ensemble, les chiffres font frémir. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, durant l'âge de la voile, tant de navires sombrèrent ici que les marchands européens voyaient ce cap comme un terrifiant jeu de hasard. On pouvait amasser une fortune en rapportant soie, épices et joyaux d'Asie, ou disparaître à jamais dans les flots. C'est ainsi que les marins se racontaient des récits d'épouvante au coin du feu. Des navires fantômes errant autour du cap, des eaux maudites, et surtout la légende du Hollandais volant, condamné à y errer pour l'éternité. Naviguer dans ces parages avant l'invention du GPS, des satellites ou des bulletins météo, à bord d'un vieux rafio de bois muni d'une simple boussole et de cartes approximatives, relevait de l'exploit. Sans port ou s'abriter, les matelots étaient livrés à eux-mêmes, comme s'ils jouaient à cache-cache en plein orage, les yeux bandés. Les historiens rapportent que nombre de ces marins intrépides furent déviés de leur trajectoire ou broyés contre des rochers qu'ils ignoraient. Puis, une idée plus sage vit le jour, creuser un raccourci. En 1869, le canal de Suez fut inauguré en Égypte, connectant la Méditerranée à la mer Rouge. Les navires reliant l'Europe à l'Asie n'avaient de plus à défier les tempêtes du Cap. Le trajet entre la mer d'Arabie et Londres se trouva raccourci d'environ 8850 km. Aujourd'hui, ce canal absorbe près de 12 à 15% du commerce mondial, accueillant des millions de cargos, de conteneurs et de pétroliers, préférant cette voie sûre à l'ancienne loterie du Cap des Tempêtes. Il existe une autre zone périlleuse, moins connue, le Cap Corrente au Mozambique. Les marins portugais du XVIe siècle le redoutaient au plus haut point et le surnommaient le monstre dévoreur de navires. Son nom, qui signifie littéralement « Cap des courants », vient de la puissance démente de ses eaux, capable de projeter les embarcations hors de leur trajectoire et de les fracasser sur le rivage.
On estime qu'environ 30% des navires portugais engagés sur la route des Indes y ont sombré. Ainsi, bien avant d'atteindre le cap de Bonne-Espérance, nombre d'entre eux étaient déjà perdus. Et il ne faut pas négliger la dimension économique. Contourner l'Afrique n'était pas seulement dangereux, c'était ruineux. Chaque jour supplémentaire en mer exigeait plus de vivres, davantage d'eau et des équipages épuisés. Les tempêtes engloutissaient des navires dont la perte équivaudrait aujourd'hui à des millions de dollars. Les compagnies d'assurance redoutaient ces traversées, tant la probabilité d'avoir à indemniser un désastre était élevée. L'ouverture du canal de Suez ne visait donc pas uniquement à gagner du temps. Elle permettait surtout de réduire le coût de ces naufrages. Même à l'époque moderne, avec radar, prévision et GPS, franchir le cap reste loin d'être une simple formalité. Les cargos qui tentent d'éviter les frais du canal ou ses blocages, comme lors du fameux embouteillage de 2021, affrontent encore des vagues titanesques et des tempêtes féroces. La technologie peut anticiper la météo, mais elle ne saurait empêcher l'océan de se déchaîner. Tout capitaine qui contourne le cap sait encore aujourd'hui qu'il traverse l'une des zones maritimes les plus dangereuses du globe. Une autre région que la majorité des capitaines préfèrent éviter est celle des 40e rugissants et des 50e hurlants, dans l'océan austral, entre les latitudes 40 et 50 degrés sud. Contrairement à l'hémisphère nord, où les continents brisent les courants, ici, il n'existe que l'immensité de la mer, une autoroute sans fin pour les tempêtes, dépourvue de toute limite de vitesse. Les marins lui ont donné ce surnom évocateur, car en ces lieux, le vent ne chuchote pas, il hurle. Les scientifiques ont confirmé que ces rafales pouvaient atteindre jusqu'à 200 km à l'heure. Et quand les vents hurlent, la mer hurle aussi. Dans ces latitudes, les vagues peuvent s'élever à des hauteurs dignes de gratte-ciel, s'abattant sur les coques des navires avec la force d'un bélier. Jadis, les clippers osaient affronter ces eaux pour réduire la durée de leur traversée entre l'Europe et l'Asie. Mais ils en payaient le prix fort. Voiles déchirées, mâts brisés et parfois des équipages entiers engloutis. Même aujourd'hui, les navires modernes évitent ces latitudes, sauf contrainte absolue. D'autres routes, plus longues mais bien plus sûres, leur permettent d'échapper à ce tumulte. Mais les 40e et 50e ne sont qu'un prélude à l'enfer du passage de Drake, là où l'océan resserre véritablement son étreinte. Cette étroite bande d'eau entre le Cap Horn et l'Antarctique est l'arène des gladiateurs marins. Tout le Pacifique y tente de se faufiler par un goulet d'à peine 800 km avant de heurter de plein fouet l'Atlantique. Ajoutez-y les puissants courants de l'océan austral, parmi les plus vigoureux de la planète. Et le chaos est assuré. Le passage de Drake ne se contente pas de projeter des vagues. Il soulève de véritables murailles d'eau, atteignant jusqu'à 15 mètres de haut. Ici, les navires ne voguent pas, ils survivent, ballottés comme des jouets dans une machine à laver en pleine frénésie. Cette violence s'explique par une simple loi physique. Dans l'océan austral, aucune terre ne vient freiner vents ou courants, si bien que le courant circumpolaire antarctique file autour du globe. Lorsqu'il s'engouffre dans cet étroit entonnoir, il accélère comme dans un réacteur. Les tempêtes y surgissent sans prévenir, et les icebergs dérivent lentement dans les routes maritimes, prêts à faucher un navire. Même les marins aguerris décrivent ce passage comme imprévisible, calme un instant, puis déchaîné au suivant. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, chaque navire reliant l'Atlantique au Pacifique devait le traverser, et nombre d'entre eux n'en revinrent jamais. Aujourd'hui encore, paquebots et navires scientifiques s'y risquent pour rallier l'Antarctique, équipés d'innombrables sacs à vomi, rappelant aux passagers qu'ils ne voguent pas pour le plaisir, mais affrontent l'un des passages océaniques les plus redoutables au monde.